Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, je vais parler de sémantique, d'interprète et de comment réaliser en pratique un interprète pour un langage donné. Tout d'abord, commençons par des idées sur la sémantique des programmes. Donc, la grande question, c'est comment définir le sens d'un programme dans un certain langage. En général, le programmeur se contente d'une description informelle, la plupart du temps, en langage naturel, sur des normes, des bouquins qui contiennent des normes, ou alors des livres de référence. Néanmoins, ces spécifications sont en général non précises et de temps en temps ambiguës. Donc ici, je vous ai mis une petite quote du bouquin de spécification de Java, voilà, qui dit la chose suivante. Il paraît que l'ordre d'évaluation est de gauche à droite, mais il est recommandé de ne pas faire l'hypothèse que votre compilateur Java préféré implémente cette recommandation. Si on veut aller plus loin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir nos maths préférés et sortir ce qu'on appelle la sémantique formelle. Donc la sémantique formelle, ce sont des définitions mathématiques qui caractérisent l'ensemble des calculs qui sont faits par un programme donné. C'est très utile parce que ça nous donne une façon inambiguë de définir des langages, donc de designer des outils, des compilateurs, des interprètes. Et c'est complètement nécessaire si on veut raisonner sur la correction, c'est-à-dire montrer qu'un programme se comporte correctement. L'objectif de ce cours ici, c'est d'implémenter un interprète qui va exécuter l'idée de ce qu'on fait du programme, de la sémantique du programme. Je vais d'abord commencer par quelque chose d'un peu technique, qui sont les attributions de grammaire dont on aura besoin dans la suite. Jusqu'à présent, jusqu'au cours parsing, nous avons écrit des reconnaisseurs de langage qui vont uniquement répondre oui si le programme que je donne à manger au lexeur-parseur est conforme à la grammaire et va nous donner des erreurs sinon. Maintenant, on va aller plus loin et on veut pouvoir exécuter du code à chaque fois que mon programme est bien dans la grammaire du langage. Donc, comment on peut faire? On peut utiliser la notion d'actions sémantiques, qui sont du code qui est exécuté à chaque fois qu'une règle de grammaire est matchée, est lancée. Donc ici, par exemple, on reconnaît une partie de la grammaire de la NBN. Quand on reconnaît ASB, c'est-à-dire qu'on a reconnu un S, en fait on a reconnu une paire de A et de B correspondantes, et ben le système, le parseur, va imprimer roule S. Voilà. Donc ici, dans les parenthèses, dans les accolades, j'ai écrit du Java, dans son syntaxe Java. Évidemment, les actions sémantiques peuvent prendre la forme, suivant l'outil utilisé, de votre langage de programmation préféré. Donc suivra une démo. Maintenant qu'on a fait cette démonstration et qu'on voit comment en pratique Antler nous permet d'écrire des actions sémantiques, je vais passer à la théorie des actions sémantiques dont on a besoin pour parler plus finement de ce qui se passe à l'exécution. Donc une attribution, c'est un ensemble d'informations qui sont attachées soit aux terminaux, soit aux non-terminaux d'une grammaire, qui sont usuellement de deux types, soit synthétisées, c'est-à-dire l'information va des fils au père, soit héritée, c'est-à-dire que l'information va des pères au fils. On a une définition un peu formelle comme ceci, qui reprend la tête des règles de dérivation. Il y a une typo ici, c'est attributes. Donc on écrit la même règle ici de dérivation et on va donner des petits noms aux informations que l'on va dériver. Donc ici, qu'est-ce que veut dire cette règle de grammaire avec attribution? Elle signifie que S reconnaîtra une chaîne seulement si on peut reconnaître S1 suivi de S2. Donc ça, c'est la sémantique de la règle de production. Ensuite, quel est le sens des attributs? Quand je vais reconnaître S, je vais produire un R, un entier, une chaîne, etc. Comment? Lorsque j'ai reconnu S1, je vais supposer que récursivement, j'ai calculé un certain R1, un entier, une chaîne, etc. Puis je vais reconnaître S2, donc j'ai supposé qu'après S2, récursivement, j'ai calculé une information que j'appelle R2. En fonction de R1 et de R2, je vais calculer
R, et ça va être le résultat de mon attribution. Donc pour que ceci marche très bien, en pratique, il faut que l'ensemble des attributs R1, R2, R3 pour le même nom terminal soit identique. Et on voit bien ici qu'on déduit l'attribut du père dans l'arbre de syntaxe à partir des attributs des fils S1 et S2. Maintenant, voici l'exemple, un exemple d'attribut synthétisé assez simple, qu'on a déjà vu en fait lors du parsing précédent. On a déjà vu la règle de grammaire qui permet de dériver des expressions arithmétiques. Donc ici c'est tout simple, c'est E donne E plus E. Donc ici j'ai bien distingué E1 et E2, c'est plus pratique pour la suite. On va définir une attribution qui va donner une valeur à chacun des terminaux et non-terminaux de la grammaire. Donc on va appeler value E l'attribut de type entier, et value C un attribut de type entier aussi, qui vont nous permettre de faire la propagation et de calculer finalement une valeur pour une expression arithmétique donnée. Donc comment je calcule la valeur d'une expression arithmétique? Il y a deux possibilités. Soit l'expression arithmétique c'est de type constante, et à ce moment-là, la valeur c'est exactement la valeur de la constante. Soit l'expression arithmétique est de type E1 plus E2, et à ce moment-là, l'attribution, c'est bien ce qu'on croit, c'est-à-dire j'évalue à gauche, j'évalue à droite, et je fais la somme des valeurs que j'ai obtenues. Donc ici, c'est la façon mathématique d'écrire les attributions de grammaire. On peut se simplifier un petit peu l'écriture, notamment lors des exercices, en écrivant comme ceci les valeurs des attributions quand il s'agit d'attributs synthétisés. J'attire votre attention sur le fait qu'ici j'ai un petit peu grugé. La valeur de l'attribution de C ici, elle est donnée en fait par le lexeur. Passons maintenant aux attributs hérités. Donc c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ici il va s'agir de propager de haut en bas d'un arbre des informations. Donc ici, la syntaxe est un peu différente. On a toujours la règle S donne S1 suivi de S2. D'accord. À la fin de l'évaluation de S sous l'hypothèse R, on va récupérer R', et R' va être calculé une fois qu'on aura bien terminé l'évaluation de S1 et de S2. D'accord. Donc R' sera calculé une fois qu'on a bien fini l'évaluation de S1 et de S2. Comment est calculé finalement R'? Selon une fonction qui est en fonction, qui prend comme argument R ici l'entrée de la règle, R'1 qui est le résultat de l'évaluation de S1, et R'2 qui est le résultat de l'évaluation de S2. Comment on calcule les entrées, c'est-à-dire les informations qui arrivent en entrée de S1 et de S2? Donc sans surprise, l'information qui arrive en entrée de S1 est calculée uniquement à partir de R, ici. L'information qui est calculée en entrée de S2 a été obtenue après S1, donc elle est peut-être en fonction de R et de R'1, c'est-à-dire l'attribut synthétisé par S1. Pour faire un exemple, on va considérer cette grammaire. C'est une grammaire qui reconnaît les chaînes qui sont en fait des encodages d'entiers. Donc ici, l'objectif de l'attribution va être de calculer la valeur entière qui correspond à la chaîne qu'on a parsée. Donc ici, la chaîne 2 suivie de 7, on va récupérer son information, son attribution, qui va finalement être 27. Voilà, donc ici je n'ai pas tout développé, donc il manque le fait que je vais noter des attributs I et O pour S et S', s'ils sont de type entier. I est hérité et O est synthétisé. Pour la règle C, pour le non-terminal C, je vais calculer un unique attribut synthétisé qui s'appelle petit c. Ensuite, on a des attributs valeurs qui vont nous donner 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9 à ces chaînes-là, à ces caractères-là, pardon, directement leur valeur entière. Voilà. Donc ici, j'ai dessiné les
3 attributions, il nous manque l'attribution de C, ici, qui est laissée en exercice au lecteur. Voici un exemple de comment fonctionne la grammaire que je vous ai décrite juste avant, avec son attribution dans les deux sens. Donc, comme exemple, je vais prendre la chaîne 27, et je vais montrer comment des attributions finissent par construire le nombre 27, à l'aide de l'attribution que j'ai décrite au transparent précédent. Donc pour faire ça, je commence par écrire l'arbre de dérivation selon la grammaire que j'ai fournie. Donc ça, normalement, vous savez faire avec l'une des vidéos précédentes. Voilà. Donc si on regarde bien les règles de grammaire et leurs attributions, je vais écrire en rouge les attributs hérités. Et on commence en fait par hériter l'attribut i qui vaut 0 en dérivant la règle de S' vers S. Voilà. Donc ici, il n'y a grosso modo pas d'attribut hérité, puisque C n'en a pas. Par contre, la règle d'attribution de C génère, à partir de la chaîne 2, la valeur 2. Voilà. À partir de cette valeur 2 et ce i égale 0, on calcule ici sur la flèche 10 fois 0 plus 2. Ce qui nous donne 2. 2 en entrée de la règle S donne CS. Ensuite, on continue. Donc, comme ce 2 en entrée, moralement, il serait propagé. D'accord, il serait propagé ici. Mais C s'en fiche un peu. On va faire pareil. C va synthétiser sa valeur 7. Puis, à l'aide de ce 7 et de ce 2, la valeur 10 fois 2 plus 7, qui est égal à 27, est générée. Et après, je vous laisserai regarder. La règle qui dérive S d'un epsilon ne fait que copier 27. Et finalement, toutes les règles suivantes à droite ne font que recopier l'attribut qu'on a obtenu à la fin. Et donc, on obtient bien à la fin le nombre 27. Voilà. Maintenant qu'on a vu des attributs synthétisés et hérités en même temps, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué que des attributs synthétisés uniquement. Alors sans surprise, en fait, la plupart des générateurs de parseurs, par exemple Antler, n'implémentent pas les attributs hérités. Donc on doit simuler ces attributs hérités avec des variables de classe ou des variables globales. Maintenant, je vais vous montrer comment, en pratique, on peut utiliser Antler pour réaliser ces attributions, et notamment récupérer par récurrence ou par induction les attributs des fils pour calculer les paires. Donc ici, j'ai un exemple qui s'appuie sur l'exemple précédent des expressions arithmétiques. Ces expressions arithmétiques, on voit bien qu'on a le plus et les entiers, donc ça correspond à peu près à l'exemple précédent, sauf que ici, je vais uniquement calculer les valeurs de cette expression arithmétique, et au plus haut niveau, je vais imprimer ce résultat. Donc pour Antler, il y a une certaine syntaxe à suivre pour réaliser cet exemple. Donc on vous donnera évidemment des codes exemples. On exprime le fait que val est un attribut de type entier pour expr de cette façon. Donc on voit très bien ici qu'on ne peut avoir qu'un seul type pour un non terminal. Et ensuite, on montre récursivement comment calculer val en fonction des valeurs des attributs à gauche et à droite. On voit qu'ici, dans Antler nous permet de nommer des attributs, d'accord, et donc de nommer des sous-expressions dans la grammaire. Voilà. Voici maintenant la démonstration des transparents précédents d'utilisation donc des expressions sémantiques, des actions sémantiques pour faire un évaluateur d'expression, le tout en Java. Donc ici, j'ai bien le lexeur et le parseur qui sont sur les slides aussi, avec la petite ligne de commande qui va bien. Encore sans surprise, le terminal attend une chaîne conforme au programme, au langage de programmation, suivi de fin de fichier. Voilà. Et donc sans surprise, le résultat est bien le résultat.
Passons maintenant aux notions utiles qui sont la notion de syntaxe abstraite et d'arbre de syntaxe abstrait. L'œil averti verra que j'ai un petit peu triché lors du montage de cette vidéo. Alors lorsqu'on parse des expressions arithmétiques, toujours les mêmes, on s'aperçoit qu'un certain nombre de textes, un certain nombre de programmes d'entrée ont en fait le même sens. D'accord. Donc par exemple ici les trois textes que j'ai montrés dans lesquels on considère des commentaires à la camel, ça a le même sens, donc on aimerait avoir la même représentation interne pour ces textes. Or, la syntaxe concrète nous laisse les parenthèses, nous laisse les commentaires, etc. Donc on aimerait bien avoir une représentation un peu plus compacte, sans les noms terminaux et sans la syntaxe inutile. Donc comment on fait ça? On fait ça en récupérant une nouvelle syntaxe qu'on appelle syntaxe abstraite, qui va uniquement parler de la substantifique moelle des expressions. Donc effectivement, à ce stade-là, il n'y a plus de parenthèses, il n'y a plus de commentaires, etc. Donc ici, on a finalement une grammaire qui est beaucoup plus légère que la grammaire précédente. Et sur cette grammaire, on va définir une notion qui est l'arbre de syntaxe abstrait. Sur cet arbre de syntaxe abstrait, on va définir ce qu'on va appeler une sémantique. Et donc on va prendre l'exemple dans la suite des expressions numériques et aussi des programmes. Passons donc maintenant à la partie interprète. Qu'est-ce qu'un interprète? Donc Wikipédia nous donne une définition intéressante pour un interprète. Un interprète, c'est un programme qui exécute directement les instructions écrites dans un certain langage de programmation sans avoir compilé précédemment. D'accord. Donc un interprète, ça exécute le programme d'entrée conformément à la sémantique du langage de programmation. Wikipédia nous donne aussi encore 3 façons d'implémenter des interprètes. La première façon qui est de directement parser le source code et d'utiliser les règles de sémantique pour calculer le comportement. C'est ce qu'on va faire en 1, et on utilisera les actions sémantiques. Et la deuxième possibilité consiste à traduire le code source dans une représentation intermédiaire efficace et évaluer directement cette représentation intermédiaire. Donc, ça sera la deuxième partie du cours. C'est parti. Comment on peut faire des interprètes avec des actions sémantiques? Eh bien, on l'a déjà fait. Donc, l'objectif ici, c'est d'utiliser des actions sémantiques pour évaluer votre programme d'entrée par induction sur la syntaxe. Donc ici, par exemple, lorsqu'on fait 37 plus 5, comment faire en sorte que finalement l'entier 42 nous soit renvoyé. Ici, je vous montre le même exemple que précédemment. C'est exactement ce qu'on fait. On recalcule par induction en utilisant les actions sémantiques. On vient donc de voir que la sémantique d'un programme peut être définie à l'aide d'actions sémantiques par induction sur la grammaire. Néanmoins, dans les compilateurs actuels, et depuis un petit moment, en général, on va construire une représentation intermédiaire qu'on va appeler arbre de syntaxe abstrait, AST, ou Abstract Syntax Tree, et calculer et évaluer directement sur cet arbre. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que manipuler des arbres, c'est beaucoup plus simple que manipuler des règles de grammaire. Parce que ça permet de séparer la syntaxe du langage, donc celle qui est embarquée dans la grammaire, de la sémantique du langage, qui est celle qui va être donnée lors de l'évaluation de l'arbre. Et ensuite, on pourra plus tard utiliser cet AST pour compiler, et de plus, on pourra supposer que cet AST est bien construit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème de syntaxe une fois qu'on a obtenu l'AST. Je vais donc passer à la deuxième façon de faire cette interprète avec une construction explicite d'arbre de syntaxe abstrait. Donc c'est uniquement du programme de cap. Donc voici un arbre de syntaxe abstrait. Un arbre de syntaxe abstrait, c'est une représentation en mémoire d'un programme qui a pour nœud une construction de langage et pour sous-nœud, d'accord, le fils d'un arbre, les paramètres de constructeur. Et usuellement, les fils sont des constantes ou des variables, et on verra plus tard qu'on pourra typer ces petits nœuds. Pour faire l'exemple, je prends la syntaxe abstraite des expressions numériques, qui sont ici les expressions numériques habituelles, dans lesquelles je n'ai plus
les parenthèses, par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer un type dans notre langage cible pour la syntaxe abstraite, puis utiliser des règles de grammaire pendant le parsing pour construire des instances, des arbres sur cette syntaxe abstraite, et enfin on évaluera en faisant un simple parcours de graphe ou d'arbre. Je vais prendre maintenant des exemples différents suivant vos langages préférés. Je vais commencer par Camel. Donc la première étape consiste à déclarer des types pour la syntaxe abstraite. Donc ici je vais déclarer un type opérateur binaire qui peut être add, mul, etc. Et des types pour les expressions. Donc une expression c'est soit une constante, soit une variable, soit un opérateur binaire et deux sous-expressions. Là il n'y a pas de suspense, c'est assez simple. Ensuite dans les règles de parsing, donc ici c'est du OCaml YAC, dans les règles de parsing, sans surprise, on va utiliser les actions sémantiques pour construire des instances d'objets de ce type expression. Donc, par exemple ici, lorsque je rencontre une variable au parsing, je vais construire l'expression qui est var avec la valeur de cette variable. Une fois qu'on a cet arbre, il n'y a plus qu'à traverser cet arbre pour évaluer l'expression. On appelle en général cette fonction eval, et je vais lui passer un petit environnement en paramètres. On verra pourquoi dans le cours suivant. Donc pour cet environnement, dans cet environnement qui donne des valeurs de variables, des valeurs aux variables, il va nous être utile uniquement ici, lorsqu'on pattern match une variable, on va chercher sa valeur dans la hashtable. Sinon, sans surprise, c'est une autre façon d'écrire la sémantique du plus, ou d'un opérateur binaire. Pour évaluer un opérateur binaire, avec E1 son sous-expression de droite, E2 sa sous-expression de... Pardon, E1 sa sous-expression de gauche, E2 sa sous-expression de droite. On appelle récursivement l'évaluation de E1 et de E2, et ensuite, on exécute suivant l'opérateur, par exemple E+, E1 plus E2, E1 moins E2, etc. Donc ici, j'attire votre attention qu'on a fait un choix et qu'on a ici, lors de cette implémentation de l'évaluation, d'abord décidé d'évaluer le sous-membre de gauche, puis d'évaluer les sous-membres de droite. Donc ici, on a fait un choix d'implémentation qui est potentiellement un choix qui n'existe pas dans la sémantique du langage. Faisons donc maintenant le même exemple en Java. Donc l'étape numéro 1 consiste à construire un type pour l'AST. Donc ici, l'AST est un petit peu plus compliqué à construire. Donc on a un type qui est en fait une classe abstraite qui s'appelle AEXP. Et cette classe abstraite va être instanciée par autant de types qu'il y a de types d'expressions. Donc il va y avoir un A+, un A-, des expressions simples, des expressions qui sont des variables. Évidemment, on fait un constructeur par type. Étape numéro 2, comment on construit une instance de AEXP. C'est parti, donc je reprends mon parseur précédent, et au lieu de faire l'évaluation de mon expression directement avec les règles sémantiques, je vais construire cet arbre. Donc maintenant, le résultat de mon parsing va être plus une impression, mais va être de retourner une certaine arithmétique expression que j'appelle E, et qui est calculée par induction sur la tête de l'expression arithmétique. Prenons un exemple simple, toujours le plus. Si je rencontre une expression arithmétique de type E1 plus E2, sans surprise, je vais construire une instance de AEXP qui va être un A+, qui va prendre comme argument l'évaluation de E1 et l'évaluation de E2. Donc ici, je vais vous montrer comment on fait aux feuilles. Donc sans surprise aussi, on a une classe qui s'appelle aint et qui prend en paramètre un entier lors de sa construction. Donc ici, par le jeu du parsing et de la récursion, le parsing retourne une AEXP qui est donnée à retourner au programme. Il nous reste, une fois qu'on a construit cet arbre, à l'évaluer. Sans surprise, chacune des classes AEXP va récupérer une fonction qu'on va appeler eval. Donc là, dans la classe AEXP, cette méthode est une méthode abstraite, et chacune des classes
qui sont des instances de classe à expr, doivent implémenter cette méthode. Ici, par exemple, je vous ai montré comment calculer le eval lorsqu'on est dans plus. Alors l'intérêt, c'est qu'on sait exactement qu'on est en train d'évaluer un plus. Donc on peut appeler récursivement l'évaluation de E1, l'évaluation de E2 et faire le plus. Voici maintenant une petite démonstration des transparents précédents. On voit ici que j'ai rajouté un driver, ici, un point Java qui permet de lancer le lecteur, le parseur, et aussi de parser la ligne de commande. Donc je lance Antler puis la compilation, qui prennent un certain temps. Et ensuite, je lance la ligne de commande. Voilà, donc le fichier pris en paramètre contient l'expression que j'essaye de parser et d'évaluer. Et donc on a encore bien ici le bon résultat. Passons maintenant à la troisième façon d'implémenter un interprète, cette fois en construisant un AST implicite, ou en fait ne le construisant pas. Alors d'abord, je vais vous rappeler un principe qui est un principe de programmation orientée objet et qui est un pattern de programmation très connu en programmation orientée objet. On va parler de pattern visitor. C'est une façon de séparer un algorithme de la structure de données sur laquelle il opère. Donc ici, on va créer un visitor toujours de la même façon, et ce visitor va être une façon de parcourir des arbres de dérivation. Je vous montre mon bouquin de référence pour l'explication et aussi pour l'implémentation du parcours en Python. Je vais maintenant vous montrer comment on fait en Python pour toujours évaluer cette grammaire d'expression arithmétique. Donc ici, j'ai écrit la grammaire d'expression arithmétique et je vais utiliser le backend Python pour visiter cette grammaire. Donc on pourrait faire la même chose en Java, mais j'ai décidé de prendre en Python à partir de maintenant. Si je compile avec Antler-visitor, une instance de la classe parseTree-visitor va être créée. Cette classe va s'appeler arithVisitor ou arith est le nom de ma grammaire. Ici, concrètement, cette classe visitor ne fait pas grand-chose à part visiter récursivement chacun des fils du nœud qu'il regarde. Donc si on exécute cette classe arithVisitor, concrètement, chacun des nœuds de l'arbre de dérivation va être visité, et c'est tout. Il n'y aura aucune sortie, rien de calculé. Comment on peut faire maintenant pour en faire quelque chose? Et bien pour en faire quelque chose, on va surcharger la classe, donc faire une classe qui dérive de arithVisitor, et qui va implémenter d'une nouvelle façon chacune des fonctions précédentes. Donc dans la fonction précédente, je reviens en arrière, ici on avait une façon de visiter une expression atomique, moralement un entier ou une variable. Ici on va implémenter visitInt, qui est l'expression atomique qui reconnaît un entier, et quelle est l'évaluation de cet entier? Sans surprise, je prends le texte parsé et je le modifie en le transformant en un entier et je retourne cette valeur. Un petit peu plus compliqué, comment je fais pour faire la multiplication? Donc lorsque je fais la multiplication ici, j'ai en entrée un contexte et ce contexte contient toute la chaîne parsée, c'est-à-dire l'expression de gauche, le multiplié et l'expression de droite. Donc pour récupérer la valeur de l'expression de gauche, on va utiliser des queries Antler dont on rappellera la syntaxe, et on appelle récursivement la fonction visit sur cette expression. De même pour la fonction de gauche. Ensuite, on va regarder quel est le type de l'opérateur. Donc si c'est mult, alors je vais retourner l'évaluation de l'expression de gauche multipliée par l'expression de droite. Il ne reste plus qu'à recoller les morceaux pour faire un interprète complet. Ici, je vous ai donné une petite partie du main dans lequel on voit les étapes jusqu'à présent, le lexing,
le parsing, la création de la structure de données programme, la création du visiteur et l'appel de la méthode visite au plus haut niveau. Donc c'est parti pour la démonstration de ce visiteur. Donc ici, je me place dans le répertoire démo. J'ai cette fois un makefile qui me permet de faire ce qu'on veut et de lancer sur l'entrée standard cet évaluateur. Donc comme d'habitude, jusqu'à end of file. En conclusion, après un petit tour sur des choses un peu techniques qui sont les attributions de grammaire et les notions d'arbre de syntaxe abstrait, nous avons montré comment créer avec Antler des interprètes. Une première façon avec des actions sémantiques, une deuxième façon en construisant explicitement un arbre de syntaxe abstrait, et enfin, une dernière façon en utilisant le mécanisme de visiteur pour parcourir implicitement l'arbre de syntaxe abstrait, en fait, l'arbre de dérivation. À bientôt pour de nouvelles aventures.